Vous l'avez vu dans le titre, vous êtes enceinte, vous voulez prendre l'avion? Dans la plupart des cas, c'est possible. Je vais vous donner des conseils pour préparer et avoir la meilleure expérience lorsque vous êtes à bord de l'avion. Soyez les bienvenus. Juste pour que les choses soient claires, je suis chef de cabine, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmier, j'ai des connaissances un petit peu en premiers soins qui sont avancées. En tant qu'équipage, on passe à travers cette formation, mais les conseils que je vais vous donner ne sont pas des conseils médicaux. Donc il faut toujours vous référer à votre médecin qui va vous dire si vous avez le droit de voler et quelles sont les meilleures conditions pour vous, et également aux règles de votre propre compagnie aérienne parce qu'elles changent d'une compagnie à l'autre et les informations que je vous donne vont rester génériques pour toutes les compagnies aériennes. Je l'ai dit, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je vole essentiellement au-dessus du Pacifique et depuis pas loin de 10 ans maintenant, on a passé les 9 ans et demi, je suis sur YouTube régulièrement, je vous donne des tas de conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Il y a beaucoup de vidéos sur ma chaîne, je vous invite à consulter le catalogue en appuyant ce bouton playlist ou liste de lecture et vous allez voir un petit peu tous les sujets que j'ai pu traiter. Mais aujourd'hui, on va parler des conseils pour les futures mamans. Alors si vous êtes une future maman, je vous invite à vous abonner, mettre un pouce vers le haut, partager éventuellement les vidéos si vous n'êtes pas la maman mais que vous connaissez quelqu'un qui va voyager bientôt. Et je ne dis pas demain, parce que vous allez voir, on va parler beaucoup de préparation du voyage, souvent sur les semaines à l'avance. Donc dès que quelqu'un considère prendre l'avion pour partir en vacances, c'est le moment de partager la vidéo. Alors la première chose, c'est est-ce qu'on peut voler? Oui, dans la plupart des cas, si vous avez une grossesse qui est sans complications, normalement, il n'y a pas de problème, vous devriez pouvoir voler. Et les experts jugent que, en général, le meilleur moment pour voler, c'est pendant le deuxième trimestre de la grossesse. Premier trimestre, vous savez, il y a les nausées, c'est jamais très facile. On commence à s'ajuster au fait d'être enceinte. Deuxième trimestre, c'est en général la période la plus agréable, parce qu'après, tous les déplacements deviennent beaucoup plus compliqués. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, chaque compagnie a ses propres règles. Donc il est important que vous contactiez votre compagnie aérienne avant d'acheter votre billet, surtout c'est un billet qui est non remboursable, pour connaître exactement quelles sont les règles qu'elles vont appliquer. Parfois il y a un nombre de semaines sur lesquelles elles vont dire on n'est plus le droit de voyager. Ce nombre de semaines peut varier si c'est un vol international, long courrier ou un vol domestique. Il faut absolument avoir toutes ces bonnes informations. Et une fois que vous êtes sûr que vous allez pouvoir voyager, parlez-en avec votre médecin ou la personne qui fait votre suivi médical et ensuite réservez votre billet. Si vous avez déjà une grossesse auparavant et que vous avez des complications passées sur une grossesse précédente, par exemple des antécédents médicaux, des symptômes comme des saignements, des douleurs, menace d'un accouchement prématuré, eh bien parlez-en à votre médecin et dites-vous bien que vos chances de voyager sont un petit peu plus limitées malheureusement. De toute façon, parlez avec votre médecin, demandez un avis médical et juste avant de partir, on va vous demander également d'avoir une lettre de votre médecin, mais je vous en parlerai comme tout à l'heure. Alors quand voyager, quel vol choisir? Le premier conseil, c'est de prendre un vol direct. Oui, vous avez parfois des vols avec correspondance qui vont vous coûter un peu moins cher ou même parfois beaucoup moins cher. Mais lorsque vous êtes enceinte et que vous devez avoir des décollages et des atterrissages supplémentaires, passer à travers éventuellement des filtres de sécurité complémentaires, tout l'encombrement des passagers lorsqu'il y a l'embarquement et le débarquement, toutes ces choses-là, si vous pouvez en éviter, ça se passera mieux, vous allez être moins fatigué, ça va être beaucoup plus simple pour vous. Donc même si on vous demande de payer un tout petit peu plus, je sais que c'est pas mon argent, donc c'est vous qui allez prendre la décision à la fin, mais si on vous demande de payer un tout petit peu plus et avoir un vol direct, ça peut être beaucoup plus agréable pour vous. Vous allez passer moins de temps dans les airs et vous allez passer moins de temps dans les aéroports. Aussi les heures de départ. Les vols le matin, tôt le matin et en fin d'après-midi sont souvent remplis parce que vous avez des passagers qui voyagent pour des raisons d'affaires. Donc ils vont pour leur réunion, ils vont pour rencontrer des clients, etc. Et alors que les vols de milieu de journée sont en général, et là je prends des grandes guillemets parce que c'est pas le cas tout le temps, mais surtout dans le cas des vacances scolaires, mais en général ces vols-là sont un petit peu moins remplis, vous avez plus des passagers loisirs. Et donc vous aurez sûrement un peu plus de chance d'avoir personne à côté de vous, donc un peu plus d'espace, ou un embarquement qui sera un peu plus simple parce qu'il y aura moins de monde, ou une attente pour les bagages qui sera plus simple. Je vous l'ai dit, le moins de temps que vous passez dans l'aéroport, le mieux ça sera. Donc essayez, si c'est possible, si vous avez la possibilité, de prendre un vol qui va être plutôt en milieu de journée. Plutôt qu'en fin de journée aussi, vous êtes fatigué, vous allez devoir rester réveillé encore plus tard jusqu'à pendant toute la durée de votre vol. Je l'ai dit, souvent les compagnies vont vous donner des restrictions en termes de nombre de semaines par rapport à l'accouchement, donc vous ne pourrez souvent pas voyager dans les dernières semaines de la grossesse. Et évitez aussi de voyager juste après les examens médicaux qui sont importants. Il faut laisser à votre corps le temps de récupérer, parce que des examens médicaux, ça peut être intrusif, c'est pas toujours évident, ça peut être fatigant. Donc prenez le temps de récupérer avant de rajouter une charge supplémentaire de fatigue et de stress sur votre corps.
On est toujours dans la préparation du voyage. Maintenant, on va parler des papiers et des assurances. Vous allez devoir consulter, je dis, votre médecin, demander à avoir un certificat, une lettre médicale qui va confirmer que vous avez bien le droit de voyager. Donc ça se fait quelques jours avant de partir. On va confirmer le terme estimé, donc qui va dire à quel moment vous devriez accoucher. Donc ça donne à la compagnie une bonne visibilité officielle sur combien de temps vous avez encore à être enceinte, que vous n'avez pas accouché à bord de l'avion. Et éventuellement confirmer que vous êtes apte à voyager et que vous avez une grossesse sans complications. La compagnie va vouloir voir ce genre de document dans la plupart des cas. Maintenant, on ne sait jamais ce qui peut arriver, il faut prendre une assurance voyage. Je le dis toujours, dans tous les cas, même si vous n'êtes pas enceinte, mais si vous êtes enceinte, ça vous prend une assurance voyage. Regardez bien les conditions des assurances voyage. Certaines excluent un certain nombre de voyages ou certaines couvertures à partir du certain nombre de semaines qui sont proches de l'accouchement. Donc regardez bien les conditions, éventuellement appelez votre compagnie d'assurance pour savoir si vous êtes bien couvert. Si vous avez des complications lorsque vous êtes à l'étranger, eh bien vous allez devoir aller dans un hôpital local ou voir des médecins locaux et ça peut vous coûter très très cher. Ce n'est pas parce que vous avez une couverture, par exemple en France ou au Canada si vous êtes au Québec, puisque c'est les deux principaux endroits où on regarde mes vidéos, où vous êtes bien couvert lorsque vous êtes à la maison, lorsque vous allez à l'étranger, ces couvertures sont complètement différentes. Donc regardez bien ce que votre assurance privée va vous donner. Transportez avec vous votre dossier santé. Quand je dis dossier santé, c'est toutes les informations qui peuvent être nécessaires si jamais vous avez une complication à l'étranger. Donc ça va être tous les rapports que vous pourriez avoir, les listes de médicaments que vous prenez, et tous ces documents-là, faites-les traduire si vous allez dans un pays qui n'est pas le pays de la langue d'origine. Donc si vous allez par exemple en Allemagne et que vous habitez d'habitude dans un pays qui est francophone, eh bien ayez ces informations en allemand. Faites-les traduire parce que si jamais vous avez une complication et qu'on a besoin de vous faire un traitement d'urgence et qu'ils ont des documents en français, ils ne vont pas avoir le temps d'aller regarder sur Google comment est-ce qu'on traduit toutes ces choses-là. Donc ayez les informations dans la langue du pays que vous allez voyager, vous allez visiter. Ça va simplifier les choses si jamais vous avez besoin d'un traitement de manière urgente. N'oubliez pas les cartes de groupe sanguin, les contacts d'assurance, toutes ces choses-là, il faut que vous les ayez à portée de main très facilement. Que ça soit dans votre téléphone, que ça soit papier, que ça soit votre compagnon de voyage qui y ait accès, mais qu'on puisse donner toutes ces informations immédiatement en cas de besoin. Et ça peut être aussi à bord de l'avion. Si jamais vous avez une complication à bord de l'avion, eh bien on va devoir parler à des médecins. Le médecin qui va vous ausculter éventuellement dans l'avion, c'est un autre passager, on ne voyage pas avec nos propres médecins, et il va avoir besoin d'informations, mais il ne parle peut-être pas la langue de votre pays. Si vous allez en Allemagne, peut-être que lui, il est allemand, et ne parle pas beaucoup le français, donc il aura besoin de ces informations dans la langue, au moins de destination. Maintenant, on est à bord de l'avion, vous allez partir, c'est excitant, même si c'est un petit peu parfois stressant, surtout si vous êtes enceinte. Alors, quel siège choisir? Moi, lorsque je voyage, je ne suis pas enceinte, je prends toujours un siège côté fenêtre, parce que ça me permet de pouvoir dormir côté de la fenêtre. Mais si vous êtes enceinte, je vous recommande de prendre le siège côté couloir. Pour deux raisons. Le premier, c'est que la coudoir sur le côté, vous avez un petit bouton dans la plupart des cas qui se trouve sous la coudoir, qui permet de le relever complètement. C'est comme ça qu'on va faire glisser les passagers qui sont en fauteuil roulant, entre le fauteuil roulant et le siège. Donc, c'est pas tous les sièges qui ont ça, mais la plupart d'entre eux vont pouvoir relever la coudoir complètement. Ça va vous donner un petit peu plus d'aisance, surtout si vous avez pris un petit peu de force et que malheureusement les sièges, eux, n'ont pas suivi la grossesse. Vous avez changé de taille, mais les sièges, eux, sont toujours aussi petits. L'autre raison pour laquelle, c'est parce que lorsqu'on est enceinte, on va plus souvent aux toilettes, donc ça va vous donner plus facilement l'occasion de pouvoir vous lever sans avoir à déranger d'autres personnes. Et surtout, si vous avez pu relever la coudoir, vous avez juste à détacher la ceinture, pivoter les jambes vers l'allée et vous allez pouvoir vous lever beaucoup plus facilement. Et puis, c'est important de marcher dans l'avion, je vais vous en parler, donc ça vous permet de sortir de votre siège beaucoup plus facilement que si vous étiez côté fenêtre. Maintenant, où s'asseoir dans l'avion? Eh bien, dans les avions, il y a des turbulences. Et les turbulences, on ne les sent pas de la même manière, dépendamment de là où on est assis. L'endroit où, généralement, on sent moins les turbulences, ça va être au niveau des ailes. Parce que ce sont les ailes qui vont absorber les turbulences. Et lorsque vous êtes assis au niveau des ailes, ça ne veut pas dire qu'on ne sent rien du tout. Mais elles vont être beaucoup moins faibles. Ensuite, c'est l'avant de la cabine qui va un peu moins les sentir. Par contre, à l'arrière, l'avion, comme je dis souvent, l'avion est content, il remue la queue et c'est là où vous allez sentir beaucoup plus les turbulences. Combien de fois il m'est arrivé à ce que je travaille à l'avant? Pour nous, il y a un peu de turbulence et c'est très correct. Et je regarde et mes collègues à l'arrière sont assis, attachés parce que là-bas, ça bouge beaucoup plus. Donc, évitez d'être assis à l'arrière de l'avion si vous avez la possibilité de choisir votre siège. Ça vous donnera une meilleure expérience au cas où il y aurait des turbulences. La ceinture de sécurité, ce n'est pas sur la partie bombée, ce n'est pas sur le bébé que vous devez l'avoir, c'est en bas, au niveau des hanches en fait, sous le ventre, ce qui fait que si jamais la ceinture devait vous retenir, ce n'est pas bébé qui va tout se prendre la ceinture sur le front, mais ça va vraiment vous retenir au niveau des hanches, c'est ça qui est important, donc le ventre au-dessus de la ceinture.
Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, les sièges ne sont pas forcément adaptés aux gens qui ont changé un petit peu de carrure par rapport à la grossesse et ils sont toujours aussi petits. Alors, vous pouvez essayer d'avoir un peu plus d'espace pour les jambes. Vous n'avez pas accès à tous les sièges sur lesquels c'est possible. Je sais que c'est un supplément à payer. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de compagnies qui vous donnent ces espaces gratuitement. Dans certaines compagnies, vous avez ce qu'on appelle une économie plus, où vous avez 3 ou 4 cm de plus, ou même la premium économie, là c'est encore mieux, c'est même une cabine qui est complètement différente. Vous avez aussi la possibilité parfois de payer un supplément pour avoir un siège en face d'une partition. Vous n'aurez pas accès au siège d'issue de secours, tout simplement parce que si jamais vous êtes assis une issue de secours, on va vous demander d'être capable de nous aider si jamais une évacuation. Si vous êtes enceinte, vous allez avoir plus de restrictions et donc ça ne va pas être possible. Par contre, si vous êtes assis devant une paroi, par exemple juste devant la classe affaires, juste derrière la classe affaires, eh bien vous aurez, personne va reculer leur siège devant vous parce que souvent c'est un mur, mais en plus vous aurez un peu plus d'espace pour les jambes. Donc c'est toujours bon à prendre, ça a un supplément à payer, mais si c'est un vol long courrier, ça peut quand même vous aider beaucoup plus. Les passagers les plus âgés et les futures mamans sont plus à risque d'avoir ce qu'on appelle un DVT. En fait, c'est un caillot sanguin au niveau des jambes. Bon, ça peut arriver un peu partout, mais souvent c'est au niveau des jambes. Et donc, ça a énormément de complications et c'est pas quelque chose qu'on peut traiter facilement à bord. On va juste relever la jambe, on va pas la masser et vous allez on va s'occuper de vous à l'arrivée. Donc, pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation, voyagez avec des bas de contention et également bougez dans l'avion. Donc, levez-vous régulièrement et faites des marches dans l'avion si la consigne des ceintures est éteinte. Ça va éviter ce genre de soucis. Puis, c'est toujours bon pour vous de pouvoir un petit peu être en mouvement et pas rester assis pendant des heures et des heures. Donc la position que vous allez avoir dans la cabine, côté allée, si possible, derrière une partition, va vous donner un peu plus de liberté pour pouvoir bouger que si vous avez un siège du milieu et complètement à l'arrière de l'avion. On continue, on est toujours à bord de l'avion. Dans la préparation de votre vol, il faut que vous ayez une petite trousse de confort. Alors, si vous voyez en classe affaires, on va vous en donner une, mais elle n'est pas forcément adaptée à votre situation de future maman. Donc, préparez votre trousse de confort avec les choses dont vous avez besoin. Par exemple, et je vous en parlais il y a quelques secondes, les bas de contention. Achetez-les avant de partir, ne les achetez pas à l'aéroport, ça va être 5 fois ou 10 fois le prix. Vous pouvez en trouver, en plus ils vont être affreux en général, ceux qui sont vendus à l'aéroport. Vous pouvez en trouver maintenant des très très beaux, de différentes couleurs. Vous n'êtes pas obligé d'avoir quelque chose de super ennuyeux. Achetez-les à l'avance, vous pouvez les acheter en ligne. Les pharmacies aussi vous en vendent, mais souvent ça va être des modèles un peu plus classiques. Achetez-les et vous pouvez les essayer comme ça. Et c'est toujours quelque chose qui est très bien parce que ça va éviter le caillot sanguin et toutes les complications qui iraient avec. Transporter une bouteille réutilisable qui soit vide, donc une bouteille d'eau vide ou une bouteille que vous pouvez remplir, il faut qu'elle soit vide pour passer à travers la sécurité. Après la sécurité, dans 90% des aéroports, vous avez des fontaines pour la remplir et vous pouvez la faire remplir à bord, vous demandez aux équipages de vous donner de l'eau supplémentaire. Donc continuez à boire régulièrement, c'est important, mais pour ça il faut que vous ayez votre bouteille. Ne vous fiez pas sur le stock qu'on a à bord de l'avion parce qu'on a parfois 300 autres passagers aussi à s'occuper. Emmenez des snacks, mais n'amenez pas des snacks qui soient un peu trop élaborés ou trop compliqués, parce que n'oubliez pas que vous devez digérer lorsque vous êtes en altitude, c'est jamais déjà évident, parce que c'est différent, votre corps réagit différemment lorsque vous êtes au sol, donc emmenez des snacks que vous allez pouvoir utiliser lorsque vous êtes en altitude. Par exemple, des noix, vous pouvez prendre des biscuits salés, des bananes. Si vous emmenez des barres tendres, des barres chocolatées, ne prenez pas des choses trop sucrées. Essayez de prendre justement des barres qui sont faites à base de fruits, c'est un sucre plus naturel, plutôt que vous gavez de chocolat et de bonbons et de bounty, autre chose comme ça, même si j'aime les bounty, c'est pas ce qu'on recommande le plus. Emmenez un anti-nausée parce que vous pourriez être amené à avoir peut-être plus sujet au mal de l'air. Donc votre médecin ou la personne qui s'occupe de vous au suivi médical ou même votre pharmacien ou pharmacienne doit pouvoir vous en recommander. Emmenez un anti-nausée avec vous. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi emmener du gingembre. Vous avez des boissons à base de gingembre, chose que je trouve toujours très intéressant. Ce que vous achetez, ce que vous appelez en France des boissons à base de gingembre, vous appelez ça le Canada Dry. En tant que Canadien, on n'appelle pas ça forcément le Canada Dry. C'est une des marques, mais il y en a plein d'autres. On va appeler ça du ginger ale, donc c'est une boisson à base de gingembre. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de vrai gingembre à l'intérieur, mais très souvent les passagers qui ont un petit peu le mal de l'air vont nous demander à boire justement du fameux ginger ale, et ça d'après ce que, je ne sais pas si c'est un placebo, mais en tout cas en général ça aide un petit peu. Évitez les choses comme le jus de tomate. Je sais que dans l'avion c'est toujours très fancy de boire du jus de tomate, chose qu'on ne boit jamais quand on est au sol, mais c'est assez acide et donc l'estomac a un peu plus de mal à digérer. Donc donnez-vous toutes les chances de voyager dans les meilleures conditions, prenez les choses les plus simples, évitez le café. Vous pouvez prendre par contre beaucoup d'eau, c'est toujours bien de boire de l'eau et de boire de manière régulière, pas tout d'un coup et ne rien boire pendant 2 heures, buvez toutes les 15-20 minutes régulièrement un petit peu d'eau, quelques gorgées, et ça va permettre à votre organisme de rester hydraté également.
Et donc, on continue sur l'hydratation. Emmenez une crème hydratante, n'emmenez pas le gros pot, parce que je vous rappelle que tous les liquides et gels doivent passer à travers la sécurité et vous avez des limitations en termes de quantité de ce que vous emmenez, mais amenez-vous un petit pot de crème, ça peut être ou même votre crème régulière et vous la mettez dans un plus petit pot, et comme ça, vous allez pouvoir vous hydrater. Ça, c'est pas que pour les personnes qui sont enceintes. Hydratez-vous les mains, hydratez-vous le visage. L'air dans l'avion est très très sec. C'est important lorsqu'on arrive à destination de ne pas avoir l'air d'un zombie parce qu'on est complètement desséché. En parlant d'hydratation, vous pouvez également acheter en pharmacie un petit spray nasal salin et donc ça vous permet également d'avoir le nez qui ne soit pas complètement desséché parce que on le sent bien lorsqu'on arrive et ça dépend des types d'avions, mais sur certains avions l'air est extrêmement sec et en tant qu'équipage je peux vous dire on le sent lorsqu'on arrive, on a l'impression que la peau tombe en lambeaux. En termes de médicaments, vous savez ce que vous avez besoin en général, éventuellement quelque chose de base. Si vous êtes capable de prendre du paracétamol, c'est toujours très très bien. Vous pouvez prendre quelques pansements, des lingettes, et puis aussi n'oubliez pas, vous n'avez pas envie de tomber malade lorsque vous êtes à l'étranger. C'est déjà pas drôle d'être malade lorsqu'on est à la maison, mais lorsqu'on est dans l'étranger, c'est encore pire. Donc amenez-vous un gel désinfectant, comme ça désinfectez un petit peu tout ce qui est autour de vous. Je ne dis pas d'être complètement paranoïaque, mais n'oubliez pas que dans l'avion, vous avez des tas de passagers qui sont passés avant, et il n'y a pas un spray désinfectant qui passe entre chaque passager. Et ces passagers qui sont venus avant, ils peuvent venir de correspondance de l'autre bout de la planète ou des pays sur lesquels l'hygiène n'est pas forcément la plus rigoureuse. Et donc, vous n'avez pas envie d'attraper une bactérie. Donc, sans tomber, je vous le dis, dans la paranoïa, désinfectez un petit peu les choses autour de vous. Vous êtes enceinte, vous n'avez pas envie de tomber malade. Enfin, une autre chose, je ne suis pas un grand fan, mais ça peut être utile, surtout si vous êtes en classe économie, un petit oreiller gonflable qui vous permet justement de pouvoir déposer votre tête quelque part sans qu'elle tombe lorsque vous allez tomber, lorsque vous allez dormir. Et n'oubliez pas, vous pouvez les mettre à l'envers, c'est-à-dire vous mettez la partie gonflable ici, votre tête ne tombera pas en avant. Si vous le mettez dans le cou, votre tête va quand même tomber en avant, c'est-à-dire que vous perdez un petit peu l'effet. Votre tête ne va pas trop tomber en arrière. Donc ces oreillers gonflables, le truc c'est de les mettre vraiment gonflés et vers l'avant. Et puis un petit oreiller lombaire aussi. Souvent, si vous êtes sur une compagnie qui vous donne un petit coussin en économie, c'est ce que moi je vais mettre dans le dos parce qu'il n'est pas très très grand. C'est un gros mouchoir de poche. Ce n'est pas ça qui va me servir d'oreiller pour dormir, mais par contre c'est très très bien pour le dos. Maintenant, nous sommes le jour de départ, vous arrivez à l'aéroport, arrivez toujours à l'avance, n'arrivez pas en dernière minute si c'est possible. Vous allez devoir passer les contrôles de sécurité. Les portiques de sécurité sont très sécuritaires. Ça se dit. En tout cas, vous n'avez pas de risque à passer à travers les portiques de sécurité, mais si vous ne vous sentez pas, si vous ne les croyez pas, ou si vous ne me croyez pas, dans ce cas-là, vous pouvez demander une fouille manuelle, c'est complètement gratuit. Vous avez juste à l'indiquer à l'agent de sécurité avant de passer le portique, et on va vous faire passer sur le côté, et quelqu'un du même sexe va venir vous inspecter et vous tripoter un petit peu, vous taponner, mais au moins vous n'aurez pas à passer sous le portique, mais je vous le dis, ils sont complètement sécuritaires. Vous allez pouvoir également demander, si vous êtes enceinte, un embarquement anticipé, donc présentez-vous auprès de l'agent qui se trouve à la porte d'embarquement et expliquez la situation, vous dites que vous êtes enceinte, vous avez tous les documents. Et puis, très souvent, on va vous laisser embarquer en premier avec les passagers éventuellement qui sont en fauteuil roulant ou les passagers classe affaires. Vous aurez un petit peu plus de temps pour vous installer. Maintenant, si vous voyagez et que vous avez des bagages qui sont assez pesants, vous n'avez pas vraiment le droit de porter des choses lourdes, vous pouvez demander de l'assistance. Toutes les compagnies ne le font pas, surtout si vous voyagez tout seul. Toutes les compagnies ne le font pas. Les compagnies plus classiques, je dirais, pas les low cost, vont pouvoir vous mettre une personne à disposition qui va vous aider. Un peu comme on a quelqu'un qui va pousser un fauteuil roulant, et bien cette personne, si vous voulez un fauteuil roulant, vous pouvez le demander. Si vous marchez des grandes distances dans les aéroports qui n'en finissent plus maintenant, ça peut être quelque chose qui pourrait vous aider. Mais si vous voulez continuer à être autonome et marcher, il n'y a aucun problème. Mais vous pouvez demander à ce que quelqu'un vous aide si vous avez par exemple des bagages. Elle ne va pas porter votre valise, mais il va pouvoir la traîner ou la mettre sur un chariot et marcher à côté de vous. Très pratique, très utile lorsque vous êtes par exemple une maman et que vous voyagez seul avec déjà un enfant et que vous avez la valise de l'enfant et votre propre valise et un bébé dans le ventre, d'avoir cette assistance. Elle est gratuite, mais idéalement, vous la demandez avant de partir, au moment de la réservation. C'est ce qu'on appelle en anglais un meet and assist, donc c'est rencontrer et vous aider. Et souvent, les compagnies appellent ça un MAAS, M-A-A-S. Donc si vous appelez le service de réservation, demandez s'ils offrent le service des meet and assist ou un MAAS. Et éventuellement, ça peut être au départ, ça peut être à l'arrivée, ça peut être pour les deux. C'est gratuit, mais toutes les compagnies ne le font pas. À bord, je vous le disais tout à l'heure, bougez régulièrement, si la consigne des ceintures est éteinte et qu'il n'y a pas de turbulence, levez-vous régulièrement, au moins une fois toutes les heures ou toutes les demi-heures, et puis essayez de marcher un petit peu dans la rue. Je ne dis pas de faire un marathon et de faire tous vos exercices de la journée, mais marcher un petit peu, ça va permettre d'activer la circulation de votre sang, et c'est important lorsque vous êtes enceinte à ce que le sang circule bien pour éviter ces fameux caillots sanguins, parce qu'on ne peut pas les traiter à bord, comme je vous l'ai dit. Et puis hydratez-vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, buvez régulièrement, ne buvez pas tout d'un coup, mais buvez des petites doses régulièrement. Vous allez aux toilettes, vous faites le vide, et ensuite vous faites le plein, vous allez re-remplir la vessie. C'est comme ça qu'on reste hydraté.
Un petit mot rapide sur les nausées et les reflux. Lorsqu'on est enceinte, c'est quelque chose qui est un peu plus courant. Donc, prenez des repas légers avant de partir. Ce n'est pas une bonne idée de manger un gros Big Mac avec un super size de frites et un gros Coca avant de monter dans l'avion. N'oubliez pas, votre estomac doit devoir digérer ça. C'est déjà pas forcément des choses les plus naturelles et les plus faciles à digérer lorsqu'on est au sol. Ça va vous donner des gaz, mais lorsque vous êtes en avion, c'est encore pire. Donc, essayez d'éviter justement les choses un peu trop grasses, un peu trop lourdes. Mangez plus léger, mangez avant de partir. Vous pouvez emmener à manger si vous le voulez. Vous pouvez faire votre propre salade que vous aimez, avec une salade de riz ou des choses comme ça. N'oubliez pas que si jamais il y a des liquides ou des sauces, ça fait partie de ces restrictions liquides si il y en a au départ. Mais ce que vous pouvez faire, si par exemple vous avez fait une salade de riz et vous avez à mettre un genre de vinaigrette à l'intérieur, dans certains cas, vous pouvez acheter la vinaigrette directement à l'aéroport. Si votre McDonald's dans votre pays propose d'habitude des salades, ils ont les sachets de vinaigrette. Vous allez à votre salade à travers la sécurité et ensuite vous allez simplement au McDo et vous achetez simplement un sachet de vinaigrette et vous le rajoutez dans votre salade lorsque vous êtes soit au sol, soit dans l'avion et vous allez pouvoir manger quelque chose que vous avez contrôlé, vous savez que c'est sain, vous savez que vous allez l'aimer et puis votre estomac va être aussi beaucoup plus heureux. Je l'ai dit, si jamais vous avez des nausées, le gingembre c'est une très bonne chose. Vous pouvez également prendre des médicaments anti-reflux et anti-nausées, mais assurez-vous à ce qu'ils soient validés par un médecin, un pharmacien ou quelqu'un qui a des connaissances médicales. Ne prenez pas n'importe quoi ou quelque chose partagé par un autre passager, vous ne savez pas d'où ça vient. Sinon, dans le pire des cas, le ginger ale peut être quelque chose que vous pouvez demander à bord. C'est une boisson assez classique que à peu près toutes les compagnies vont avoir. Un petit mot sur la destination. Vous avez le décalage horaire. On est tous sujets au décalage horaire, que vous soyez enceinte ou pas. Parfois, les gens le vivent mieux que d'autres. Ce que vous pouvez faire, c'est commencer à vous préparer. Si vous allez dans un pays sur lequel vous avez plusieurs heures de décalage horaire, eh bien, commencez à vous ajuster 3-4 jours avant de partir. Si c'est un pays où vous allez à destination ou devoir vous coucher plus tôt que là où vous vous couchez d'habitude à la maison, eh bien, dans ce cas-là, essayez de vous coucher 20 à 30 minutes plus tôt, 3-4 jours avant de partir. Chaque jour, 20 à 30 minutes plus tôt. Comme ça, lorsque vous arrivez sur place, vous allez déjà être un petit peu plus préparé. Si c'est dans l'inverse et que c'est un pays où vous allez vous coucher à l'équivalent de minuit pour vous à la maison alors que d'habitude vous couchez à 9h, eh bien au lieu de vous coucher à 9h, 3 jours plus tôt, couchez-vous à 9h30, puis 2 jours plus tôt, couchez-vous à 10h, puis la veille, couchez-vous éventuellement à 11h30. Comme ça, d'une part, vous allez être fatigué à bord, vous allez plus dormir, mais également, vous allez vous adapter un petit peu plus facilement à l'arrivée. Ça ne va pas tout résoudre, mais ça va aider un petit peu votre organisme à commencer un petit peu à s'habituer à ce qu'il attend de l'autre côté de l'avion. À destination, et ça c'est très important, il faut que vous sachiez où se trouvent les établissements médicaux qui peuvent vous aider si jamais il y a des complications. Alors, vous avez plusieurs moyens de le savoir. Si vous allez dans un hôtel, vous pouvez très bien contacter l'hôtel. Souvent, ils ont des références de l'hôpital local, d'un médecin, et essayer d'avoir toutes ces informations avant de partir. Si vous allez dans un hébergement comme un Airbnb, ce n'est pas le métier de l'hôte d'Airbnb de vous assister médicalement, mais il peut vous donner les informations, quel est l'hôpital principal, quel est éventuellement, si c'est l'hôte qui vous héberge d'habitude chez lui, ou c'est la maison où il habite habituellement, ou il habite pas loin, quel est son médecin traitant. Comme ça, si jamais il y a quelque chose, ça peut être pratique. Je vous donne un exemple, et là je sors de la grossesse, ma nièce et ma soeur sont venues me visiter il y a 2 mois, le lendemain de leur arrivée, à 6h du matin, j'ai un message de ma soeur me disant « Hey, ta nièce a eu très très mal au ventre toute la nuit, est-ce que tu crois qu'on pourrait voir quelqu'un ?» J'ai appelé mon médecin traitant, ça a été beaucoup plus pratique, à 8h, et à 9h, on voyait le médecin traitant, il nous a pris entre 2 rendez-vous, il a ausculté ma nièce, il a fait une analyse d'urine, et il lui a dit « Tu vas tout de suite à l'hôpital parce que, à mon avis, on va t'enlever l'appendicite. » À 7h du soir, elle avait été sur le bloc chirurgical et on lui a enlevé son appendicite. Au moins, ça s'est passé au début. Le fait que moi, je sache où se trouve le médecin le plus proche, où se trouve l'hôpital, a bien simplifié les choses. Donc, essayez d'avoir les coordonnées d'un médecin ou d'un cabinet médical qui pourrait vous aider si jamais vous avez besoin de consulter et sachez où se trouve l'hôpital si jamais il y a une urgence. Ayez avec vous toutes les informations médicales, je vous en ai parlé tout à l'heure dans la langue de destination. Autre chose importante, l'eau potable. Tous les pays n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène et donc il est important à ce que vous ne preniez pas de risque. Je le dis, on ne veut pas tomber malade lorsqu'on est à l'étranger, c'est déjà pas drôle à la maison. Donc essayez de vous cantonner à boire de l'eau qui soit potable, même éventuellement pour vous brosser les dents, surtout dans un pays sur lequel il y a plus de risques d'avoir un petit peu mal au ventre. Sur certains pays au nord de l'Afrique, c'est le Mexique par exemple, ou les gens qui vont à Bali, très souvent ils ont ce qu'on appelle le Bali Belly et puis ils ont une petite diarrhée. C'est jamais très très drôle et lorsqu'on est enceinte c'est encore moins drôle, donc évitez ce genre de choses. Faites attention aux zones à risque, vous avez certains pays sur lesquels vous avez des moustiques qui vont transporter des virus, par exemple le Zika virus. Vous pouvez demander à votre médecin traitant de regarder sur les bases de données si la destination sur laquelle vous allez aller est à risque. Vous avez aussi des sites internet qui vont vous donner ce genre de choses et éventuellement reconsidérer votre voyage dans un autre moment de l'année où il y a un petit peu moins de risque de moustiques qui pourraient vous contaminer avec des choses pas drôles.
C'est les plus longs que j'ai prévus, mais on a bientôt terminé. Le dernier point que je vous ai vous dire, c'est lorsque vous êtes à bord. Si jamais vous avez le moindre symptôme lorsque vous êtes dans l'avion, que ce soit des douleurs violentes, que ce soit des contractions régulières, c'est pas un bon signe ça, si les contractions arrivent et que vous êtes enceinte, un saignement vaginal, des pertes de liquide, douleurs au mollet, essoufflement, douleurs thoraciques, maux de tête sévères, troubles visuels, gonflement soudain, n'attendez pas. Vous appelez l'équipage. Alors, on n'est pas des médecins, on n'est pas des infirmiers, mais on a des formations de premiers soins qui sont avancées et on a à bord avec nous des trousses médicales qui sont très complètes, pour que ce soit pour ausculter et pour traiter. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre toutes ces informations. Justement, c'est pour ça que vous avez préparé, vous avez déjà de manière écrite dans une langue qu'on va comprendre, toutes les informations médicales dont on pourra avoir besoin. Vous allez expliquer qu'est-ce qui est en train de vous arriver et on va les contacter à un médecin au sol. Donc, que ce soit par le biais d'applications sur certaines compagnies où il y a la Wi-Fi et on a ce genre d'outils, ou en utilisant ce téléphone satellite. Et on va donner toutes les informations que vous avez données. Eux, ils savent quels sont les équipements qu'on a à bord et ils vont nous dire comment on va pouvoir vous traiter. On va également faire un appel en cabine, on va demander si un médecin est présent à bord. En fait, lorsqu'on appelle quelqu'un, c'est pas forcément un médecin, ça peut être aussi un ou une infirmière, ça peut être un urgentiste et quelqu'un qui travaille dans les ambulances et qui va être capable justement d'utiliser tous ces outils, parce que même si on a accès à ces outils, moi je n'ai pas le droit de vous faire une piqûre, je n'ai pas le droit de vous faire une injection, mais ces personnes-là sont formées et savent le faire. Donc on va prendre leur expertise, mais également on va utiliser nos médecins au sol qui savent exactement qu'est-ce qu'on a à bord et qui sont spécialisés justement sur ces interventions d'urgence. Donc n'attendez pas à ce que les choses se dégénèrent. Dès que vous avez le moindre doute, faites appel à l'équipage, prévenez-nous et on va commencer à déclencher le système. On ne va pas vous faire payer plus pour ça. Vous n'aurez pas plus de miles, mais on va s'assurer que vous arriviez à destination dans des bonnes conditions. Voilà, je pensais pas en avoir autant à dire, mais j'espère que cette vidéo va vraiment vous aider. Je l'ai dit, si vous connaissez quelqu'un qui pense voyager, qui est enceinte, c'est peut-être le bon moment de partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, mettre dans les commentaires si vous avez déjà vécu des urgences médicales ou si vous avez eu des petits soucis lorsque vous avez voyagé et que vous étiez enceinte. Et puis j'ai très hâte de vous lire et de vous retrouver très bientôt sur une prochaine vidéo. À très bientôt, salut.